Alors, mon invité de ce dimanche est médecin et professeur de renom, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches. Il est spécialisé dans le domaine des pathologies tropicales et des maladies infectieuses émergentes et considéré comme le spécialiste de la maladie de Lyme. Il a également participé à de nombreuses recherches sur des épidémies telles que le sida et la grippe aviaire. Ses études et traitements suscitent souvent des controverses, à l'image justement de son ouvrage La vérité sur la maladie de Lyme. Et son nouveau livre, l'une des meilleures ventes du moment, n'échappe pas à la polémique, intitulé « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Il est paru le 17 juin dernier aux éditions Albin Michel. C'est un véritable carton, je le disais, dans le monde de l'édition. Ce témoignage a provoqué l'indignation de plusieurs de ses confrères. Ses propos tenus dans de nombreux médias lui valent aussi aujourd'hui d'être visé par une procédure de l'Ordre national des médecins. Nous allons en parler. C'est donc dans ce climat un peu tendu que nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Professeur Christian Perronne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous en doutez, beaucoup de questions donc à vous poser, des réactions à vous demander suite à la polémique, je le disais, qui ne cesse de grandir depuis la sortie de votre dernier livre. Alors, tout d'abord, la première phrase de l'introduction de votre dernier ouvrage, donc, je le disais, et j'aurais aimé ne pas écrire ce livre. Pourquoi l'avoir fait néanmoins ? Je l'ai fait parce que moi, pendant 15 ans, avec différents gouvernements de droite et de gauche, j'ai géré beaucoup de crises sanitaires, le SRAS, la grippe aviaire et autres. Donc j'étais président de la commission maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique. Donc cette gestion de crise, je la connais par cœur, je l'ai vécue de l'intérieur. Au début, moi, en janvier, février, j'étais confiant, je me disais, bon, ils savent gérer, tout va bien. Et après, j'ai découvert ça progressivement en même temps que les Français, parce que moi j'étais plus dans les structures, je gérais plus les choses de l'intérieur. J'ai vu que ça dysfonctionnait totalement, qu'il y avait une inertie et qu'on ne faisait rien. Et alors c'est vrai que j'ai été un petit peu dans les médias, pas au tout début parce que je pensais que tout allait bien, j'ai rien dit. Quand j'ai vu que ça commençait à dérailler, je suis allé dans les médias pendant. Alors l'écrivant, vous doutiez quand même qu'il allait provoquer un certain tollé quand même. Non mais à ce moment-là, je n'avais pas été dans l'idée d'écrire un livre, absolument pas. Puis après, quand j'ai vu que ça déraillait, je suis allé dans les médias pour dire bon ça va pas sur plusieurs points, on y reviendra. Et après, quand j'ai vu que personne n'écoutait, bon je me suis retiré des médias pour écrire le livre, pour dire ce que je pensais, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, un petit peu sur le tard. Bon, je l'ai écrit très vite, c'est vrai, mais je l'ai écrit, j'avais pas du tout dans l'idée d'écrire ce livre au début de cette histoire. Alors, je le disais également en présentation, c'est aussi l'actualité de ces derniers jours. Vous êtes aujourd'hui visé par le Conseil national de l'Ordre des médecins et une pétition a même été lancée contre vous, peu suivie cependant. Vous n'aviez pas peur d'éventuelles poursuites judiciaires en écrivant ce livre ? Non, parce que si vous regardez bien dans mon livre, il n'y a aucune diffamation. Pensez bien que tous les avocats d'Albin Michel ont vérifié avant. Enfin, le titre est assez explicite quand même. Non, mais je n'ai accusé personne. Il y a quelques personnes qui sont citées, mais à chaque fois, il y a les références. C'est un livre où il y a toutes les références, tout ce que je dis est sourcé. Donc, moi, je suis totalement à l'aise et zen. Il y a des personnes qui ont mis dans ma bouche des propos que je n'ai jamais tenus. Et ça, c'est pour moi inacceptable. Et c'est sur ces propos que je n'ai jamais tenus qu'on a alerté le Conseil de l'Ordre des médecins, la commission de déontologie de l'assistance publique pour dire que j'avais tenu des propos très graves, alors que je n'ai jamais tenu ces propos, ni par écrit. Lesquels en particulier, dites-nous. Par exemple, il y a un médecin de l'assistance publique qui a été dire sur une chaîne de télé, les propos du professeur Perronne sont très graves, puisqu'il sous-entend que des milliers, il a même dit des millions de médecins dans le monde sont des criminels. J'ai jamais tenu ces propos. Ces propos, c'est lui qui les a tenus, c'est lui qui a eu des propos diffamatoires. Donc moi, j'attends qu'on me démontre que j'ai fait de la diffamation. Je suis sûr du contraire. Donc moi, je suis zen, je m'expliquerai. Et c'est normal que les autorités, que ce soit le Conseil de l'Ordre ou l'assistance publique, me demandent qu'on discute ensemble. Et je suis tout à fait zen pour présenter mes arguments. De toute façon, maintenant, j'ai tout dit dans le livre. Je regrette pas ce que j'ai dit parce que c'est la vérité. Et tout ce que je dis est sourcé. Si vous regardez à la fin, il y a beaucoup de références. Alors une chose est sûre, néanmoins, votre ouvrage, je le disais, a vu ses tirages augmenter. Je le disais, il figure parmi les meilleures ventes du moment. La semaine dernière, nous recevions d'ailleurs Philippe Devilliers, lui aussi cartonne en librairie avec son livre qui dénonce tous les manquements du gouvernement pendant cette crise. De manière générale, vous pensez que les Français veulent savoir toute la vérité sur cette histoire ? Oui, parce qu'il y en a qui m'ont dit pourquoi tu écris ce livre ? Maintenant, les Français, ils ont envie de passer à autre chose. Moi aussi, j'ai envie de passer à autre chose. Honnêtement, je préfère aller à la plage et m'amuser plutôt que d'aller au Conseil de l'Ordre. Mais les Français veulent bien tourner la page, mais ils veulent comprendre.
Et là, ils ont bien vu qu'on ne leur a pas donné toutes les explications nécessaires. Et je suis content qu'il y ait une commission parlementaire qui démarre, parce qu'il faut qu'on fasse un peu la lumière sur toute cette crise. Alors justement, comme vous le rappeliez, d'ailleurs, vous n'êtes pas un débutant, loin s'en faut, vous avez même 15 ans plus que ça d'expérience de la gestion de crise sanitaire auprès du ministère. Votre parole compte donc, professeur Perronne, tout comme le professeur Raoult. Vous êtes un fervent défenseur du traitement à l'hydroxychloroquine. On va parler un petit peu en détail de tous ces sujets. Mais l'efficacité, évidemment, de cette molécule n'a toujours pas été établie. Pourquoi un tel rejet de ce traitement, selon vous? Je ne suis pas d'accord, l'efficacité était parfaitement établie. Ce sont les gens qui, évidemment, maintenant voient qu'ils ont été dans l'erreur en rejetant l'hydroxychloroquine, qui disent partout que l'efficacité n'a pas été établie. Moi, je suis un scientifique. Il y a eu des études en Chine qui ont montré, avec tirage au sort contre... c'était pas un placebo, c'était chloroquine contre absence de traitement dans les pneumonies débutantes. Ça marchait merveilleusement bien, ça raccourcissait la durée des symptômes et la charge virale. Après, il y a eu des études chinoises complètement bidonnées, je ne veux pas revenir dans le détail, si vous voulez, on pourra en reparler, qui ont dit le contraire, mais c'était des études honteuses. Après, ce qui m'a fait... Maintenant, avec le recul, je pourrais dire presque que c'est amusant, mais malheureusement, il y avait des milliers de gens qui ont souffert de ça. Quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on nous sortait une nouvelle étude dans le monde en disant la chloroquine ne marche pas. Et quand on lisait ces études, on voyait qu'elles étaient nulles. C'était évident. Moi, j'ai écrit beaucoup d'articles scientifiques. Ça ne tenait pas la route. Mais on nous disait, mais non, c'est dans les plus grands journaux du monde, le British Medical Journal. Mais pourquoi un tel rejet, justement, de ce traitement, selon vous? Parce que soutenu par Philippe de Stoblazy également, comme tous les experts, le conseil scientifique ont dit que la chloroquine ne marchait pas, ils voulaient absolument imposer d'autres molécules. Ils ne pouvaient pas se dédire non plus, c'est ça? Comment? Ils ne veulent pas se dédire. Mais parce que le grand argument, parce que quand Raoult a 3700 malades traités, ça vient d'être publié, donc c'est pas des inventions. On dit qu'il manque de méthodologie. Et la méthodologie, c'est faux, parce que ce que disent les opposants qui disent ça marche pas, c'est que on nous a dit pour qu'un traitement soit démontré, il faut tirer au sort contre un placebo pour être sûr que ce n'est pas un effet psychosomatique du traitement. Le placebo a été inventé pour les traitements qui ne marchent pas très bien. Un placebo, ça marche à 20%. Quelquefois 30% quand il fait beau, mais pas plus. Donc, quand un traitement marche à peine à moitié, qu'on mette un placebo pour vérifier, c'est utile. Si au début de la pandémie, il y avait eu 0 traitement qui avait déjà montré, ne serait-ce que de façon encore provisoire, une certaine efficacité, faire un placebo, ça ne m'aurait pas choqué. Mais quand on avait dès le début, depuis la Chine, puis les études préliminaires de Raoult, montrant que l'hydroxychloroquine marchait, c'était encore pas parfait, mais ce n'était plus du tout éthique de proposer un placebo. Et alors, quand les gens hurlent en disant mais c'est pas de la science, c'est de la science. Et même si vous regardez les rapports, les recommandations même de l'OMS de ces dernières années sur quand est-ce qu'il est éthique ou pas de mettre un placebo dans une étude, c'est écrit en toutes lettres. Il y a des situations, ce n'est pas éthique. Et là, on était dans cette situation. Donc, quand on entend des gens dire oui, mais alors 3700 patients traités, ça ne nous dit pas quels sont les effets secondaires de la chloroquine. Il n'y a pas besoin d'un placebo pour voir les effets secondaires, ils sont décrits dans l'étude. Il n'y a pas besoin d'un placebo quand vous avez plus de 95-98% de succès. Le placebo ne sert strictement à rien. Donc ce sont des arguments totalement faux. Il y a eu l'essai Discovery. L'essai Discovery... Un acharnement du conseil scientifique. J'ai jamais cru, parce que déjà, moi j'ai fait beaucoup d'études cliniques. Quand il y a déjà 2 groupes comparatifs, c'est faut beaucoup de malades. 3, c'est déjà énorme. 4, c'est juste très difficile parce qu'il faut des mois pour inclure les gens. Et alors là, 5 groupes là, de traitement, c'était totalement mission impossible. Surtout que ça a été fait comme ça à la va-vite. Bon, je reproche pas que c'était fait à la va-vite. Il y avait urgence, effectivement. Mais après, à vouloir inclure plein de pays en Europe qui se connaissaient pas bien, qui avaient des logiques administratives différentes. C'était, je me disais, on s'embarque dans une usine à gaz, on aura des résultats s'il fait beau dans plusieurs mois, alors que l'épidémie sera terminée, qu'on rencontrera des milliers ou des dizaines de milliers de morts, et puis en plus avec un groupe sans traitement. Dès le début, on me reproche de venir le gars qui à la dernière minute dit je sais tout, j'aurais fait mieux que les autres. Non. Dès le début, si vous regardez dans les médias, j'ai dit ce protocole n'est pas éthique. On m'a proposé d'y participer, j'ai dit je refuse. Et ça, c'était au début de l'épidémie. J'ai dit cette étude ne va jamais rien donner. On aura les résultats beaucoup trop tard. Et c'est pas éthique de mettre un groupe placebo. Et je suis fier de l'avoir dit. Et on voit que Discovery n'a pas marché. Alors, ce qui m'a
Je suis surpris, j'ai pas encore toutes les informations, mais j'ai appris que Discovery voulait fusionner avec Solidarity, l'étude de l'OMS. Et ça me paraît curieux parce qu'ils n'ont pas assez de malades dans leurs études qui veulent les fusionner, alors que Solidarity utilisait des doses de chloroquine supérieures qui sont proches de doses toxiques. Donc, bon, j'ai pas encore les informations, donc je peux pas vous le dire aujourd'hui, mais je trouve ça suspect que l'on veuille mélanger ça s'est jamais fait comme ça dans la méthodologie des études, que parce que c'est le fiasco dans les deux études, on veut les mélanger pour essayer d'avoir des résultats. Alors, un petit mot sur Jean-François Delfracy, le président du conseil scientifique. Vous n'êtes pas tendre avec lui, hein, vous le consacrez plusieurs pages dans votre ouvrage et reprenez pour parler de lui le slogan de la pub Pantashop des années 80. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement, professeur Jean-François Delfracy, moi j'avais beaucoup d'estime pour lui. Je le connais depuis qu'il est interne. Hein. Ça fait quand je suis revenu même avant de partir au service militaire au Maroc, donc en 78. C'est un médecin brillant qui a parfaitement géré beaucoup de choses dans le domaine de l'infection à VIH, qui est très sérieux. Mais là, je pense qu'ils ont géré cette épidémie comme si c'était une infection chronique. On fait des études parfaites sur plusieurs mois, on aura des résultats très sûrs. Alors que là, il y avait, au moment de l'épidémie, en plein milieu, il y avait 500 morts par jour. On peut pas dire on attend des résultats qu'on aura dans 3 mois pour gérer la situation aujourd'hui. S'il y avait aucun traitement dans le monde qui avait donné un indice d'efficacité, j'aurais dit bon, on fait ça, on attend. Mais à partir du moment où l'hydroxychloroquine s'était montré déjà dans plusieurs pays que ça marchait, bien que nos intellectuels parisiens voulaient pas l'entendre, là j'ai été choqué et j'ai alerté, je l'ai dit dans les médias. Quand Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique, m'écrit l'autre jour pour me dire pourquoi vous n'avez pas alerté l'assistance publique, je l'ai alerté partout dans les médias depuis le début. Et sur la chloroquine, j'ai alerté l'assistance publique au début pour demander le médicament qu'on voulait pas me donner. Donc là, je suis à l'aise. J'ai signalé tout ça dès le début. Alors, professeur Perron, on va revenir sur ce médecin, Jean-François Delfracy, avec lequel vous n'êtes pas tendre. Hein. On lui a reproché d'avoir fait volte-face en changeant de discours au cours de la crise, passant d'un appel à l'extrême prudence à celui du laisser-vivre. On l'a dit à la botte du gouvernement, là où d'autres ont plutôt vu l'inverse, estimant que Macron était le jouet des scientifiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Jean-François Delfracy, à titre individuel, c'est un excellent médecin qui a très bien géré le sida pendant ça veut dire que derrière... Non, mais ça va balancer. Non, simplement, je pense qu'il a pas vu qu'il fallait gérer ça comme une crise sanitaire grave, une urgence. Et il y avait c'est pas moi qui avais inventé cette expression, mais là on était face à une situation de guerre. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de mener un combat à la guerre, le général, il n'a pas toutes les informations, toutes les informations complètes en temps de guerre. Il y a de la censure, il y a des choses qu'on n'a pas tout de suite, il y a des résultats qui sont incomplets. On n'a pas tout évalué. Et on saura ça plusieurs mois après, quand le conflit sera terminé, qu'on comptera les morts. Et c'est une image que j'avais donnée dans mon livre, mais à mon avis, c'est exactement ça. C'est qu'il y avait le bâtiment en flammes, là, le bâtiment c'était la France, et que les gens disaient non, on ne peut pas utiliser la lance à incendie parce qu'elle n'est pas encore homologuée. Mais c'est caricatural, mais c'est exactement ça. Et ça m'attriste parce que là, il fallait prendre des décisions, peut-être prendre certains risques mesurés. Même qu'est-ce que ça coûtait de dire, la chloroquine, on n'a pas encore des données certaines. De toute façon, c'est un médicament qui était en vente libre depuis des décennies. Enfin, vous savez quand même ce qu'on reproche, les effets secondaires de la chloroquine. Il n'y en a pas. Parce que les effets cardiaques qu'il y a eu pendant cette crise, c'était dû au Covid, au virus lui-même. On ne le savait pas trop au début. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient pas pris un poil de chloroquine et d'azithromycine, qui ont fait des troubles du rythme graves, qui ont fait des inflammations du cœur qu'on appelle myocardie, même des infarctus. Il y a des infarctus du myocarde décrits par les cardiologues. Alors, quand vous êtes médecin, que vous entendez à la télé partout l'agence du médicament, le ministre, attention, la chloroquine, c'est dangereux, il faut déclarer les effets secondaires. Si vous avez un Covid devant vous, que vous ne l'avez pas traité par ces médicaments, qui fait un problème cardiaque, vous ne le déclarez pas. Parce que il n'y a pas incriminé un médicament. Si le même malade, il a reçu un comprimé de chloroquine avant, vous allez le déclarer comme possibilité d'influence du médicament sur soi-disant effet secondaire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pendant quelques temps quelques signalements à l'agence du médicament. Mais si vous regardez les rapports détaillés de l'agence du médicament,
pratiquement dans aucun cas, il y a eu démonstration qu'il y avait un lien entre l'administration de la chloroquine et l'effet cardiaque. Et maintenant, avec le recul, on voit bien que tout ça, c'était des histoires liées au virus, que c'était pas du tout lié au Plaquenil, mais il y a eu une désinformation majeure. Si vous vous souvenez, ça m'avait fait rigoler, parce que, quand Raoult a annoncé ses premiers résultats, dans les médias, quasiment le lendemain, 2 jours après, on disait, première victime du professeur Raoult aux États-Unis, un homme est mort de la chloroquine. Et après, on apprend qu'il avait avalé le produit pour nettoyer son aquarium, parce qu'il avait marqué qu'il y avait de la chloroquine dedans, et qu'il ne pouvait pas s'en procurer. Donc il y a eu du grand n'importe quoi, il y a eu de la désinformation totale. Et puis maintenant, on voit bien, quand les gens qui ont fait les études sérieusement, comme Raoult à Marseille, qui a fait ça impeccablement, il a demandé l'avis du cardiologue à chaque fois qu'il y avait un possible facteur de risque, etc. Il n'y a pratiquement pas eu d'effet secondaire cardiaque si on gère ça bien. Il a respecté des contre-indications, il a fait ça en bonne intelligence avec les cardiologues. Donc on a crié au loup pour vraiment démolir ce médicament, et ça, je trouve, c'est totalement honteux, parce que il se trouve en plus que l'hydroxychloroquine, c'est le médicament que je prescris le plus depuis 25 ans pour les maladies de Lyme chroniques, donc je l'utilise tous les jours. J'ai jamais tué un malade en 25 ans, puis d'un seul coup, ça tue tout le monde. C'est ça s'appelle de la désinformation. Mais c'était peut-être pas aux mêmes doses non plus. Ah non, moi je donne des doses très faibles, mais parce que là c'était 600 mg. Oui, mais la dose de Raoult est un petit peu forte, mais si vous regardez le grand scandale qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps, c'est que la soi-disant très grande étude anglaise Recovery, qui devait être l'étude géniale, qui devait tout démontrer, ils ont utilisé 12 comprimés d'hydroxychloroquine par jour, c'est-à-dire 4 fois la dose maximum autorisée, une dose potentiellement toxique, voire mortelle, dans un essai officiel de la Grande-Bretagne. Et dans l'étude aussi de l'OMS, il y a des doses fortes. Donc, tout a été fait pour... tout le monde quand moi j'ai découvert ça, j'étais scandalisé. Puis quand il y a des journalistes qui sont intéressés à cet investigateur anglais en disant mais pourquoi vous utilisez des doses pareilles, c'est très dangereux, il a dit oui, mais c'est la dose habituelle que recommande l'OMS dans le traitement de l'amibiase, c'est-à-dire les amibes mais les essais de la chloroquine dans l'amibiase, ça date d'il y a 30 ans, 40 ans ou plus. Ça fait très longtemps qu'on n'utilise plus du tout la chloroquine dans l'amibiase. Donc même ce médecin, soi-disant médecin qui a affirmé tout ça, n'était même pas au courant. Et pourquoi ils ont mis une dose comme ça, toxique, d'emblée dans un essai? Comment des comités d'éthique peuvent autoriser des supercheries pareilles? C'est vraiment... C'est choquant. Alors, professeur Perron, il y a des déclarations qui vous valent d'être mises en cause aujourd'hui. Ce sont celles où vous avez accusé les médecins du centre hospitalier universitaire, le CHU de Nantes, d'avoir, je cite, laissé crever un patient, en l'occurrence votre beau-frère, au motif qu'il ne lui aurait pas été délivré justement d'hydroxychloroquine. Également celle où vous affirmez que l'hydroxychloroquine aurait permis d'éviter 25 000 morts si elle avait été prescrite largement en France. On en parlait tout à l'heure. Martin Hirsch, le directeur général de la PHP, a rédigé une lettre aux instances déontologiques afin de savoir s'il y avait un manquement de votre part, tout en réaffirmant votre droit à la liberté d'expression. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Moi, je suis très serein, parce que d'abord, mon beau-frère n'a jamais été hospitalisé au CHU de Nantes. C'est des fake news qu'on circulait. Oui. J'ai dit, mais de toute façon, j'ai l'enregistrement de l'interview chez Morandini, donc c'est des faits, c'est pas moi qui ai inventé. J'ai dit, mon beau-frère était hospitalisé dans un hôpital de Nantes. D'accord. Bon. Et je n'ai cité ni le nom de mon beau-frère, ni le nom de l'hôpital, ni le nom des médecins. Je n'ai accusé personne. Donc il y a 0 diffamation. Simplement sous le coup de la colère, parce que j'ai vu... Pourquoi Martin Hirsch réagit comme ça? Non, là, c'est pas Martin, je vais finir sur ça. Quand j'ai vu un médecin, ce que Morandini avait montré l'interview précédente d'un médecin qui m'accusait d'avoir accusé les médecins d'être des criminels. Alors ça, je laisse ça dans sa bouche, j'ai jamais dit ça. Et que les Français seraient en colère d'apprendre ça. J'ai dit, moi aussi, je suis en colère. J'ai perdu mon beau-frère. Alors peut-être que le mot crever était un petit peu excessif, mais j'étais sous le coup de la colère. Je m'en excuse si le mot était un peu excessif. J'ai dit, on l'a laissé mourir dans sa chambre. Parce que moi, j'ai eu les médecins au téléphone, je leur ai demandé de prescrire l'hydroxychloroquine. Parce que c'est le... Oui, mais excusez-moi, ça c'est comme le professeur Roux face à Jean-Jacques Bourdin qui lui disait on a tué, il voulait pas le dire, laisser crever, tuer. Non, pour moi, ces médecins, c'est des bons médecins qui n'ont jamais eu dans l'idée de tuer. On joue pas sur les mots là, vous trouvez? Mais non, ils étaient sous l'influence de gens au CHU, c'est pour ça que j'ai cité le CHU, parce que quand j'ai demandé pourquoi vous prescrivez pas, parce qu'on m'a dit oui, le service d'infectiologie du CHU a des consignes dans toute la région de ne pas utiliser la chloroquine. D'ailleurs,
Ce qui a été confirmé dans un communiqué du CHU de Nantes, qui a dit oui, effectivement, on a dit qu'on ne donnait pas la chloroquine en dehors de l'essai Discovery. Donc c'est pas moi qui invente, c'est des faits. J'ai attaqué personne, j'ai attaqué aucun médecin. Et je rends hommage aussi au personnel soignant de cet hôpital où mon beau-frère était hospitalisé, parce qu'il y avait des jeunes médecins qui étaient embêtés, qui sont quand même très bien occupés de lui, même s'ils n'avaient pas le droit de traiter. Les personnels infirmiers, aides-soignants ont été remarquables. Et ça, ma sœur me l'a confirmé, parce que c'était le mari de ma sœur. Simplement, j'ai trouvé ça anormal qu'il y ait des consignes dans la région pour dire on n'a pas le droit de donner la chloroquine, et les médecins, probablement sous influence, ont dit oui, mais il faut une autorisation spéciale de l'agence du médicament et de l'agence régionale de santé, ce qui est totalement faux, ça n'a jamais été écrit dans des textes. Et à l'époque, le décret autorisant la chloroquine aux personnes hospitalisées qui avaient besoin d'oxygène était en vigueur. Donc il n'y avait aucune opposition légale à le prescrire. C'est ça que j'ai dit. Et qu'est-ce que vous risquez aujourd'hui suite à donc cette moi, je suis serein. Missive de Martin Hirsch et de cette convocation? Moi, je suis serein. Il faut déjà que les gens qui m'accusent de diffamation le prouvent, parce que j'ai diffamé personne. Si vous regardez tout ce que j'ai dit, j'ai jamais diffamé. Ce sont des gens qui m'ont prêté des propos diffamatoires, et c'est eux qu'il faudrait peut-être attaquer pour diffamation. C'est pas moi. Il faut bien vérifier les sources. Donc moi, je suis à l'aise qu'on me démontre que j'ai diffamé, et après, quand j'ai parlé de différents problèmes généraux dans la gestion de cette crise, tout ce que j'ai dit dans mon livre est sourcé. Mais là, vous l'auriez devant vous, Martin Hirsch. Il n'y a pas d'autre raison entre vous pour qu'il vous envoie à ce point? Martin Hirsch, il gère l'assistance publique. Moi, ses propos, je lui en laisse la responsabilité. Alors justement, professeur Perron, on va revenir à ce livre. Vous écrivez d'ailleurs une phrase qui m'a interpellé, je vous la cite. « Mieux vaut mourir sans prendre de risques que de guérir avec des méthodes non encore certifiées ». Qui est responsable selon vous, le gouvernement ou les médecins avant tout? Je dirais c'est tout le monde, mais c'est des années, je l'ai écrit dans mon livre sur la maladie de Lyme, déjà il y a plusieurs années. Je suis horrifié par la dérive de l'évaluation en médecine. Il y a des choses empiriques que les médecins savent depuis des décennies, qui marchent à 80%, qu'ils utilisent tous les jours, et d'un seul coup, il y a une mode depuis une vingtaine d'années, bon, un peu sous l'emprise de Big Pharma, qui a contrôlé tous les grands journaux. Alors, toute donnée qui n'est pas contrôlée dans une étude randomisée contre placebo n'existe pas. Et comme par hasard, ces grandes études randomisées contre placebo coûtent très très cher, donc ne sont pas assurés par des budgets publics, parce que ça dépasse les sommes. Donc ça peut être que l'industrie pharmaceutique elle-même qui finance ces études, et ils vont le faire que pour une grosse molécule, un gros médicament qui va leur apporter des milliards après. Ils vont pas investir pour un truc qui vaut rien. Donc du coup, si vous regardez bien, peut-être que vous n'avez pas suivi ça, mais moi je l'ai suivi de près en médecine. Depuis une vingtaine d'années, on a mis à la poubelle tout un tas de vieux médicaments, de stratégies thérapeutiques qui marchaient depuis un demi-siècle. Pour faire émerger. Sous prétexte que ça n'avait pas été validé avec les canons soi-disant modernes de la méthodologie. Et ça, c'est typique. Et moi, ce que je reproche, et ça pète aux yeux de tous les Français, et j'ai déjà écrit dans mon livre sur la maladie de Lyme aussi avant, c'est que les méthodologistes qui sont sortis des écoles de statistiques, alors il y en a beaucoup qui sont médecins, mais qui n'ont pas vu beaucoup de malades dans leur vie, veulent nous apprendre comment faire la médecine derrière leur ordinateur. Et ça, c'est totalement scandaleux, parce qu'ils ont pris le pouvoir. Moi, on me dit, t'as guéri un malade, t'as aucune preuve que tu l'as guéri. Mais merde, moi j'en ai guéri des milliers, des dizaines de milliers dans d'autres situations. On me dit, non, tu n'as pas compétence pour dire que tu as guéri le malade, c'est pas publié dans le New England Journal. Maintenant, quand je vois que le New England Journal, le Lancet sont des journaux où on publie des choses corrompues, je suis désolé, je suis médecin, je suis fier de mon serment d'Hippocrate, et je ne renierai jamais ça, et mon expérience compte autant. Et là, je rejoins ce qu'on appelle en anglais l'evidence-based medicine, la médecine basée sur les preuves, que les Canadiens appellent la médecine factuelle, où nos détracteurs disent la médecine factuelle, c'est uniquement les publications dans les grands journaux. C'est faux, parce que ces grandes publications qui prouvent des choses, il n'y en a pas tant que ça dans tous les domaines de la médecine. Il y a des domaines de la médecine totalement qui n'ont pas été bien explorés. Si vous avez une maladie rare, personne n'a investi là-dedans, ça ne rapporte pas, il n'y a pas de marché. Il y a des domaines où si ça ne rapporte pas, c'est une grosse molécule, personne n'a investi. Donc, les grandes publications, c'est très bien quand elles sont
parfaite et positive, on en tient compte. Et sinon, qu'est-ce qui est dit dans la médecine basée sur les preuves? C'est que si les publications sont pas parfaites ou eh bien, c'est l'expérience du médecin qui doit être mise en avant. Un médecin qui, depuis 20 ans, traite une maladie, qui dit « voilà mes résultats », ça compte autant qu'une publication plus ou moins foireuse dans le New England Journal of Medicine. Et surtout, alors, ce qu'on a oublié, alors là, depuis longtemps, parce que c'est les Canadiens qui ont lancé la médecine factuelle il y a longtemps, le troisième trépied de cette médecine factuelle basée sur les preuves, c'est le choix du patient. Un médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate doit dire au patient, voilà, ce qui est publié dans les publications scientifiques, alors c'est bon, si c'est très bon, ben voilà, a priori on peut suivre ça, c'est pas bon, ben bon, voilà mon expérience, voilà l'expérience de mes collègues. Maintenant, c'est vous qui choisissez. C'est le patient qui doit choisir. Moi, j'ai toujours dit ça, même quand je soigne quelqu'un, c'est si c'était pour moi ou ma famille, qu'est-ce que je ferais? Quand c'est pour le patient, je dis si c'est pour vous, qu'est-ce que vous choisissez? Voilà, je vous présente. Et quand on voit l'État qui se met à intervenir pour interdire des traitements à des médecins sans justification scientifique solide et priver le patient et le médecin du libre choix du traitement, là, je dis que la médecine déraille totalement. Alors pardon, mais il n'y a pas que l'État quand même, en réponse à vos propos. Toutes les sociétés savantes françaises, incluant la Société française d'infectiologie, le Collège des universitaires de maladies infectieuses et tropicales et le Conseil des nationales des universités section maladies infectieuses et tropicales ont publié un communiqué, je vous le cite. Une crise sanitaire ne justifie pas qu'on dise ou qu'on fasse n'importe quoi, ont-elles proclamé. Certains voudraient faire croire que l'intuition est suffisante pour imposer des choix thérapeutiques en médecine, ce qui aurait dû rester une controverse scientifique et portée sur la scène médiatique au travers de propos infondés scientifiquement et d'accusations calomnieuse. Ce retour à l'empirisme représenterait une régression majeure de la médecine moderne, un retour vers la médecine du Moyen-Âge. Voici ce que disent les scientifiques, en tout cas certains. Alors là, je suppose que ça va faire agir. Je viens de leur répondre en expliquant ce que je viens d'expliquer. En plus, je connais toutes ces personnes. J'étais leur président pendant des années. Donc, j'étais des amis. Je regrette qu'ils aient pris ce positionnement. Tout ce que je dis est fondé. Les études chinoises, les études de Raoult l'ont démontré sur le plan scientifique. Donc ce n'est pas une espèce de coup de poker comme c'était écrit dans un texte qui n'avait pas beaucoup de sens pour dire on ne peut pas jouer les Français au poker. Là, imposer d'attendre des résultats d'études dans plusieurs mois alors que tout le monde sera mort, je demande des comptes auprès de ces personnes qui osent affirmer des choses pareilles. C'est très grave. S'il n'y avait aucune donnée, je suis d'accord. Mais à partir du moment où il y avait des données, même préliminaires, c'est pas un coup de poker de dire. Et ce qui est drôle, c'est que tous ces médecins, évidemment, ils vont pas s'exprimer en public, mais j'en connais plusieurs à titre privé. Quand ils ont eu le Covid, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Peut-être pas tous, j'en sais rien, mais tous ceux que je connais l'ont pris. Ils m'ont dit c'est génial, en 2 jours j'ai ressuscité. Et quand dans mon propre service, alors les médecins de mon service sont un peu embêtés avec toutes ces polémiques parce qu'ils subissent des pressions, mais je vois le personnel soignant, les infirmiers, les aides-soignants. Mais ils sont à fond pour ce qu'on a fait dans le service parce qu'ils ont vu les résultats. Ils ont vu qu'au début, quand on n'avait pas le traitement, les malades passaient en réanimation. Ça vous a choqué que des personnalités politiques ou haut placées dans la société, eux, prennent de l'hydroxychloroquine? Ça m'a pas choqué parce qu'ils ils sont pas idiots. Ils savent que c'est le seul traitement qui marche, en tout cas aujourd'hui. Donc c'est ça qui me choque. En plus, ça a révélé une crise pas que sanitaire, selon vous, ce que vous dites d'ailleurs dans le livre, une crise aussi sociétale, révélant ouvertement les différences de traitement entre puissants et misérables. Vous le dites, ça? Oui, non, mais ce qui me choque, c'est qu'on a eu une élite intellectuelle dans les sociétés savantes qui ont été formés au moule de l'étude randomisée, de la méthodologie, tout doit être prouvé. Ils étaient totalement à côté de la plaque dans une situation de médecine de guerre. Et c'est ça, moi, ces collègues, c'est d'excellents médecins, je les connais, j'étais ami avec la plupart d'entre eux. Ça me fait de la peine, honnêtement, de me trouver comme ça dans une situation d'être le vilain canard attaqué par tout le monde, alors que c'était des amis très chers et j'ai travaillé avec eux pendant très longtemps. Mais à un moment donné, moi, je suis désolé, je suis médecin. Quand je vois que ça déraille, je suis obligé de le dire, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Alors il y a justement cet autre chapitre, c'est le chapitre 4 de votre livre intitulé Scandale 4, aïe. Certains experts n'ont pas vraiment peur des conflits d'intérêts. Vous n'hésitez pas à dénoncer les liens financiers de certains médecins, des sociétés savantes et même de journaux médicaux avec les labos pharmaceutiques qui voulaient promouvoir selon vous d'autres molécules.
Alors voilà la question de fond aussi. Est-ce que vous pensez que les médecins sont à la botte de ces laboratoires? Est-ce qu'ils subissent des pressions? C'est connu depuis longtemps. Même les rédacteurs en chef des grands journaux comme le New England Journal et le Lancet plus récemment l'ont dit. C'est pas nouveau. Alors après, j'ai vu une polémique aujourd'hui avec Olivier Véran ou Karine Lacombe qui ont réagi en disant mais les liens d'intérêt, c'est tout à fait légal. Il faut bien expliquer à nos téléspectateurs et auditeurs ce que c'est qu'un lien d'intérêt, un conflit d'intérêt. Un médecin peut tout à fait travailler pour le laboratoire du Schmoll pour faire des évaluations. Gilead au hasard. Ou Gilead ou un autre, ou Bonux, ça m'en fiche, mais un laboratoire peut demander à des experts de travailler pour lui, pourquoi pas, comme vous pouvez avoir des gens qui travaillent pour une société pétrolière ou je ne sais pas quoi. Il y a des contrats, ils sont financés, ça s'appelle un lien d'intérêt, ils le déclarent, j'espère qu'ils le déclarent tous, normalement ils le déclarent. Mais voilà, après, c'est autorisé si c'est public et voilà. Et après, il faut le dire. Il faut le dire. Mais après, si vous avez un lien d'intérêt et que le ministère de la Santé vous demande, voulez-vous siéger dans une commission pour trancher sur le Covid en France, ou au Conseil de la Santé publique, voulez-vous rendre un avis, ou la Haute Autorité de Santé, l'indépendance et qu'on sait que dans la discussion, il va y avoir des molécules pour lesquelles vous avez été rémunéré, là c'est un immense scandale d'État, je le dis, que même le ministère de la Santé n'ait pas vérifié tout ça. Moi, j'ai un expert qui a des liens, alors c'est plus des liens d'intérêt, dans ce cas-là, c'est des conflits d'intérêt. Mais je ne lui reproche pas d'avoir les liens d'intérêt, mais à ce moment, il dit écoutez, allons-y, vous visez qui en particulier? Non, je ne vise personne, la liste, elle est publique. J'ai des liens d'intérêt. Vous remettez en cause l'indépendance du conseil scientifique? Pas tout le monde, il y en a certains, oui. Parce qu'ils auraient dû se retirer en disant je n'ai pas le droit, d'un point de vue éthique. Karine Lacombe, par exemple? Elle n'était pas dans le conseil scientifique. Non, mais de manière générale. Elle s'est présentée avec tous les ministres sur les plateaux pour dire que la chloroquine ne valait rien et que le remdesivir, c'était très bien. Bon, je veux bien. Je n'accuse personne, je ne veux pas cibler un tel ou un tel. Je dis simplement, moi, pendant 15 ans, quand j'ai présidé le Haut Conseil de la Santé publique, bon, ça s'appelait autrement au début, mais c'est pareil, à chaque réunion, il y avait une charte des conflits d'intérêts. Je demandais qui a un conflit d'intérêt avec le sujet de l'ordre du jour. Ça peut être sur des vaccins et ça devait être déclaré devant les autres. Et quelquefois, il y avait des gens qui n'osaient pas les avouer. Bon, on arrivait à les débusquer. Et quelquefois, j'ai dû me battre pour que les personnes sortent de la pièce. C'était écrit en toutes lettres que la personne qui a un conflit d'intérêt majeur avec bon, on tenait pas compte des conflits mineurs comme les invitations au congrès, sinon il n'y avait plus personne dans la salle. Mais les conflits majeurs, j'obligeais les gens à quitter la salle pour ne pas participer au débat final ni au vote. Et là, ça n'a pas été respecté. Si vous regardez comment ça a été fait au Conseil de la Santé publique, d'abord, il n'y a eu ni vote, ni déclaration de conflit d'intérêt. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une réunion de la commission officielle, parce que c'est avis pris sur un mélange de gens qui faisaient partie du Haut Conseil et pas du Haut Conseil. C'était du grand n'importe quoi. Et comment le ministère qui a tenu compte de ces avis à plusieurs reprises pour rendre des arrêtés 2 jours après, n'a même pas vérifié que les procédures normales qui doivent être respectées selon le règlement intérieur au Conseil de la Santé publique n'ont pas été respectées. Moi, j'étais dans des commissions à la Haute Autorité de Santé. Je peux vous dire, quand on vous demande les déclarations d'intérêt, j'ai des collègues qui m'ont dit qu'ils étaient tristes parce qu'ils n'avaient pas été retenus, parce qu'ils avaient eu un lien d'intérêt avec tel ou tel labo. C'est normal. Moi, j'accuse pas du tout mes collègues d'avoir travaillé pour l'industrie, d'avoir touché de l'argent. C'est légal, effectivement. Mais dans cette crise, tous ceux qui ont eu des liens d'intérêt avec les labos qui étaient concernés devaient d'eux-mêmes se retirer. Et s'ils ne l'avaient pas fait d'eux-mêmes, il fallait que les autorités françaises disent écoutez, désolé, là, dans cette situation qui est grave, on ne peut pas vous garder dans le groupe. C'est tout, c'est du bon sens tout simple. Et quand après, ça j'apprécie pas, qu'on m'accuse d'avoir fait de la délation, de dire que j'ai attaqué des collègues parce qu'ils avaient des conflits d'intérêts, je n'attaque personne. La liste, elle est publique, c'est pas moi qui l'ai publiée, c'est des journaux. Il y a eu Marianne, François qui ont publié la liste des gens qui avaient des conflits d'intérêts majeurs, donc ça vient pas de moi. Donc pourquoi me mettre ça sur le dos alors que c'est là, officiellement, c'est le ministère de la Santé qui n'a pas fait son boulot de faire le ménage. Et ça c'est pas méchant ce que je dis, simplement. Si les gens avaient des liens d'intérêt majeurs, ils ne devaient pas siéger dans les commissions, point barre. C'est la loi. Et là, je pense que la commission d'enquête parlementaire... Alors justement, cette commission d'enquête, elle est là aussi pour ça. Vous avez suivi l'exposé du professeur Raoult. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Raoult ? Didier Raoult, c'est un personnage qui a un côté un peu folklorique, mais moi je l'estime beaucoup, on se connaît depuis longtemps.
J'ai pas toujours été d'accord avec lui sur tout, mais là, dès que j'ai vu ce qu'il a fait dès le début, j'ai été convaincu, parce que même quand il n'y avait que 24 malades dans sa première étude, qu'il a montré la diminution rapide du virus, le test en statistique qu'on appelle le petit p, bon, c'est un peu compliqué pour nos auditeurs, mais c'est un test qui dit si c'est significatif ou pas le résultat, était déjà très positif. Et contrairement à ce qu'ont dit certains, quand un test statistique est positif sur un petit effectif, ça a beaucoup plus de valeur que sur un gros effectif. Il faut être un peu spécialiste du domaine. Donc déjà, on se disait... C'est pas facile à comprendre, ça. Non, parce que si... sur 20-30 personnes, vous avez déjà une différence significative sur n'importe quelle intervention, c'est déjà statistiquement significatif. Donc forcément, si vous en avez 1000, ça sera encore plus significatif. Donc, dès le début, je voyais, on ne pouvait pas avoir encore la preuve formelle sur 24 malades. Mais vous ne pensez pas que sa personnalité a pu jouer bien sûr, parce que contre, mais Didier Raoult, il est comme ça. C'est dommage en disant je suis la star, je suis l'élite, ça irrite tout le monde. Ses premières interventions, il a dit bon, allez, vous n'avez rien compris, j'ai trouvé la solution. C'était maladroit. Je lui dis de façon un petit peu amicale, mais c'est vrai que c'était un peu maladroit, c'était mal perçu. Après, je crois qu'il a rectifié le tir parce qu'il a... il a moins eu cette attitude comme ça, mais ça fait partie du personnage. C'est un type extrêmement brillant, qui est un des meilleurs chercheurs en microbiologie dans le monde. Pourquoi on l'a attaqué uniquement sur cet aspect de sa personnalité, alors qu'on ne regardait pas ce qu'il faisait? Et en plus, c'est pas Didier Raoult tout seul. On aurait dit, il y a un fou qui a les cheveux longs à Marseille. Non. Didier Raoult, c'est un chercheur sérieux. Moi, je connais tous ses collaborateurs, que ce soit Philippe Parola, Philippe Broucky et tous les autres, Chabrière, les virologues. Il a une équipe extraordinaire de tout un tas de professeurs, de médecins de haut niveau, avec d'excellents laboratoires. C'est pas un gars comme ça, un peu foldingue, isolé dans son coin. C'était une image qu'on a relayée dans les médias, qui est insupportable. Et moi, je n'ai pas jugé sa barbe ou ses cheveux longs. J'ai jugé ce qu'il faisait, et son étude, elle est remarquable. D'abord, il a tenu compte du principe de l'OMS que le placebo n'était pas éthique. Il a fait sur un nombre de patients très important. Il a regardé la diminution de la charge virale. Après, on lui a reproché, mais vous ne traitez que des gens bénins qui auraient guéri tout seuls. Il en a dans sa cohorte. Et si vous regardez les gens les plus graves hospitalisés, même des personnes âgées, le taux de mortalité est extrêmement faible à Marseille. Et si vous regardez à Marseille, les gens hospitalisés, donc avec quand même une certaine une gravité au moins moyenne pour être hospitalisés, le taux de mortalité chez les hospitalisés est de 3% contre 20% dans le reste de la France. Après, on m'a dit, oui, mais à la mairie de Marseille, ils ne remontent pas tous les morts. Puis Raoult, il a traité que des gens bénins. Il les a mis où, les graves? Il les a jetés dans le Vieux-Port. Il les a envoyés en TGV mourir en Alsace ou à Paris. Il faut arrêter le délire. Évidemment, ça choque nos élites parisiennes qu'à Marseille, on est bien mieux fait. Mais les chiffres sont là, et moi, je suis très serein. Parce que et puis, il n'y a pas que Raoult, il y a le monde entier. Le monde entier n'a pas forcément adopté la chloroquine, mais la plupart des pays... Tous les pays qui ont utilisé massivement hydroxychloroquine, azithromycine, ils ont des mortalités extrêmement faibles. Et puis sur la mortalité, je voudrais revenir sur un point, parce que j'étais très critiqué dans des médias, sur la façon de compter les morts. C'est un peu sinistre, mais c'est important. Il y a la mortalité en médecine, c'est de vous compter les morts sur la population. Il y a la létalité, vous comptez les morts sur le nombre de cas diagnostiqués. En termes de létalité, la France est championne du monde, on a 18,4%. Même quand on critique les États-Unis, ils sont à 5%. Bon. Le Brésil est même à 4 et quelques, et moins de 5%. Donc, faut... Mais alors après, on a dit, oui, mais Perron dit n'importe quoi, parce que la létalité, ça n'a aucune valeur, parce que par exemple, en Allemagne, quand on a fait plus de tests, on a dépisté beaucoup plus de gens, donc ils ont beaucoup plus de cas. Donc le rapport n'est pas bon. C'est faux. En Allemagne, ils ont diagnostiqué un petit peu plus de cas qu'en France. Et par rapport à la population, on en a plus. Donc le nombre de cas est presque semblable. Et donc, cet argument de dire que la létalité ne vaut pas est totalement faux. C'est des fake news, parce que nos autorités, nos experts ne veulent pas voir en face que la France est championne du monde de la létalité.
Alors on va parler un peu quand même aussi de la gestion de cette crise sanitaire par les politiques, si vous le voulez bien, professeur. On parlait de Didier Raoult il y a un instant, qui a critiqué l'organisation, selon lui, totalement archaïque, je cite, des tests de dépistage en France centralisés autour de l'Institut Pasteur. L'idée qu'on ne pouvait pas faire des tests n'était pas vraie, il affirmait. Alors c'est justement le scandale 2 de votre livre. Oh surprise, on n'a pas assez de tests non plus, qui revient sur la pénurie de tests et la gestion de leur administration durant la crise. Vous êtes d'accord avec le professeur Raoult? On aurait pu tester davantage ou du moins autrement? Je suis à 100%, 200% d'accord avec lui, parce que si vous comparez avec l'Allemagne, le virus, les Chinois l'ont envoyé aux Allemands début janvier. Vers la mi-janvier, le professeur de l'hôpital de la Charité à Berlin, un virologue, en accord avec Angela Merkel, a mis au point une PCR, c'est ce fameux test diagnostique, on cherchait le virus dans le nez, là, avec la recette pour le faire. Il a envoyé la recette à tous les laboratoires d'Allemagne, publics, privés, vétérinaires, recherche. Il a dit, allez-y, faites des tests, testez des millions d'Allemands, on va valider tout ça en cours de route. Pragmatisme allemand. Ça a marché merveilleusement. Et ça a permis de confiner de façon ciblée, on dépistait les cas au lieu de confiner tout le monde. En France, on n'a rien fait pendant des semaines. Puis au mois de mars, ou avant, on se réveille en disant tiens, il y a besoin de tests, on va en commander. Là, Jean-François Delfrécy déclare dans les médias c'est dommage, on a voulu commander des réactifs, il n'y en a plus sur le marché mondial, forcément, parce que tous les pays s'étaient servis et la France arrive après. Bon, après, on arrive à faire quelques tests. Il y a, dès le milieu de l'épidémie, il y a le professeur Frogel qui dirige l'unité INSERM au CHU de Lille, qui avait dit à juste titre, mais nous, les unités INSERM, avec mes copains du CNRS, dans différents endroits de France, on peut faire des milliers de tests tous les jours. Pas d'autorisation. Après, c'est vrai qu'assez tardivement dans l'épidémie, il y a eu un arrêté qui autorisait théoriquement les laboratoires, même vétérinaires et divers et variés, à faire les tests. Mais dans la pratique, moi j'ai un ami qui dirige un laboratoire vétérinaire qui a un test qui marche très bien. Au jour d'aujourd'hui, il n'a toujours pas l'autorisation parce que l'Institut Pasteur n'a pas validé. Donc en France, on est tombé dans une espèce de procédure administrative. Tout devait être validé par Pasteur. Ça durait des semaines et des mois. Et les tests vont être validés en septembre quand il n'y aura plus de malades, quoi. Là, j'hallucine. Les Allemands disent on teste. Et puis on verra en cours de route si les tests sont pas parfaits, on corrigera le tir. Et nous, on attend que tout soit prouvé formellement avant d'autoriser un test. Là, c'est le délire, je le dis bien, c'est un délire de l'administration française. Il faut en tirer des leçons. C'est plus possible que ce soit des énarques et tout ça dans des bureaux qui nous disent comment faire la médecine, comment évaluer les tests, comment c'est insupportable. Et ça, c'est le grand échec de la France. Et même, heureusement, le confinement, là, pour l'instant, se passe bien. On aurait pu confiner autrement. Bien sûr. Je l'ai dit dès le début, donc je n'ai pas à rougir. J'ai dit, après, quand on n'avais pas de test, pas de masque, je dis, on n'a pas le choix, on est obligé de confiner tout le monde. Je me suis rallié. Mais au début, j'ai dit, ça aurait été beaucoup plus intelligent d'avoir des tests et des masques pour confiner les gens malades, éventuellement leur entourage proche qui pouvait être contaminé, vraiment les mettre en quarantaine. Et d'isoler les gens fragiles, les personnes âgées dans les EHPAD et les gens avec des facteurs de risque, mais pas forcément de confiner toute la population. C'est ce qu'on fait plein de pays où ça a beaucoup mieux marché, la mortalité était moins forte qu'en France. Mais on n'avait pas les moyens de le faire. Pourquoi ? Ça, c'est une autre question. Donc, c'est vrai que tout ça a été géré un peu en dépit du bon sens. Alors justement, puisqu'on parle de la gestion, évidemment, de cette crise sanitaire, parlons évidemment de ce ministère de la Santé qui était dirigé alors par Agnès Buzyn. Elle était au courant de l'état des stocks de masques dès 2018. L'Agence Santé Publique France avait été avertie dès cette époque du nombre insuffisant de masques stockés en prévision d'une pandémie comme la Covid-19. Dans une note adressée au directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, que vous connaissez bien, le gouvernement Macron a tenté d'imputer la pénurie de masques aux décisions des précédents gouvernements. Qui sont les responsables selon vous ? Est-ce qu'on a eu affaire à un mensonge d'État, professeur Perron ? Là, il y a un mensonge pendant pas mal de temps. Alors, sur les masques, moi, je sais que j'ai géré ça avec Xavier Bertrand quand il y a eu la pandémie grippale. On nous a accusé d'avoir trop de masques, mais ceci dit, on a protégé les Français. C'est un peu la faute du virus qui est parti plus tôt que prévu. Mais tant mieux pour les Français, on a bien géré, même s'il y avait ça a coûté un peu plus cher que prévu, c'était pas dramatique. Enfin, on nous l'a reproché à l'époque, c'est pas grave. Moi, quand en 2011, je présidais encore la commission du Haut Conseil de la Santé publique, j'ai signé un avis qu'on nous avait demandé, c'est le gouvernement nous avait demandé un avis, comment gérer le stock de masques. 1er janvier 2011, je me souviens.
s'ils avaient suivi ce qui était écrit, c'était une recommandation pour le gouvernement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il se trouve qu'avant la fin de l'année 2011, donc très peu de temps après, il y a des hauts fonctionnaires qui ont dit les masques, on s'en fout, ça sert à rien. Et qu'après, le gouvernement de l'époque a dit pour la population civile, c'est aux chefs d'entreprise de s'occuper de ça, d'acheter des masques pour leurs employés. Alors que les chefs d'entreprise, avec la crise économique, ils avaient d'autres chats à fouetter. Et je pense que c'était pas normal de leur remettre dessus cette histoire de masques. Après, moi, j'ai pas géré tout le détail. Est-ce qu'il faut punir les coupables, selon vous? Je suis pas là, c'est pas à moi de le dire, c'est les commissions, éventuellement la justice, s'il y a des atteintes, des actions en justice. Je suis surtout pas là pour le dire aujourd'hui. On vous demandera peut-être votre avis. On me demandera mon avis, je le donnerai. Moi, je donne mon avis de façon sereine sur ce que j'ai vu. Et puis sur si on a laissé mourir des gens, c'est condamnable, non? Ça, c'est la justice qui le dira. Moi, je pense qu'on aurait pu éviter beaucoup de morts, effectivement. Ce qui m'est reproché quand je dis ça aujourd'hui, mais les chiffres que je donne, quand on compare avec d'abord, rien qu'entre comparant les 3% de morts d'hospitalisés à l'IHU de Marseille et les 20% de morts dans le reste de la France, quand on compare la France avec le Portugal, le Maroc, même les États-Unis, la Tchéquie, qui ont eu des résultats remarquables, la Pologne et tout ça, on se dit pourquoi on a eu autant de morts en France. Je rappelle qu'on a le record du monde de la mortalité par rapport au nombre de cas. Alors on arrive bientôt au terme. On a le record du monde de la mortalité. On est le seul pays au monde à avoir interdit l'hydroxychloroquine, donc cherchez l'erreur. On arrive bientôt au terme de cette émission, professeur Perron. Alors justement, il y a une question qui se pose beaucoup. Cette deuxième vague, est-ce que vous y croyez ou pas? On ne cesse d'entendre parler de ce qu'elle est probable. La situation reste très préoccupante en Outre-mer et plusieurs pays d'Europe voient de nouveaux cas apparaître, comme l'Ukraine. Certains endroits ont même été reconfinés en Italie, en Allemagne, au Portugal. Est-ce qu'il faut s'inquiéter selon vous? Alors, il faut être méfiant, s'inquiéter, parce que quelquefois on crie au loup. Est-ce qu'on est prêt cette fois? J'ai l'impression qu'on n'est pas très près parce que les masques, vous vous souvenez que le ministre de la Santé nous avait dit avant le déconfinement, au moment du déconfinement, il y aura des tonnes de masques, on en distribuera gratuitement à l'entrée du métro. Bon, pour l'instant, on n'a toujours pas vu. On a dit aux Français, démerdez-vous avec des masques en tissu. Même Le Drian à l'époque avait dit les gros stocks de masques n'arriveront que fin juin, donc j'espère qu'ils sont arrivés aujourd'hui. Sur les tests, et le ministre avait annoncé 700 000 tests par semaine. Moi, je trouvais que pour déconfiner, heureusement, le déconfinement s'est bien passé parce que le virus était gentil et parti, mais on n'était pas sûr. On avait très peu de tests et même les biologistes disaient si on en fait déjà 150 000 par semaine, c'est bien le diable et c'est pas les 700 000 annoncés. Et puis surtout, ce qui est très grave, c'est que s'il y a une deuxième vague, la France a toujours interdit l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Ça, c'est dramatique parce que si on donnera toujours pas l'autorisation aux médecins de traiter les patients et on va encore se prendre une vague de mortalité. Donc l'urgence, c'est de redonner la liberté de prescription au médecin qui est inscrit dans le code de déontologie et ce n'est pas à l'État d'intervenir sur un médecin capable de juger selon les données de la science qui fait, si c'est bénéfique, il tient compte des effets secondaires décrits, ce n'est pas à l'État de s'immiscer là-dedans. Donc si on continue d'interdire l'hydroxychloroquine et qu'il y a une deuxième vague, je dis que ce n'est pas normal et qu'il faut remédier redonner la liberté de prescription immédiatement. Après, sur l'histoire de l'ampleur de la deuxième vague, j'en sais rien. Quelquefois, on crie au loup dans les médias, mais là, il y a des petits cas de résurgence. Quelquefois, c'est dans des mines, dans des abattoirs, dans des foyers. C'est pas forcément généralisé. Faut être prudent, mais je peux pas prédire, je n'en sais rien. Et le vaccin, vous y croyez? Le vaccin, de toute façon, il n'est même pas commencé, donc on l'aura dans des mois ou des années. Il y a une grosse promotion, je dirais, industrielle derrière, mais faut être prudent là encore. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un vaccin aujourd'hui? Si on avait l'hydroxychloroquine pour tout le monde, à mon avis, ce serait beaucoup plus efficace qu'un vaccin. Professeur Perron, mille merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance, paru aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je n'entends rien. Tu es un menteur.